Bonjour et bienvenue. La technique, elle est absolument partout aujourd'hui, de notre smartphone à l'intelligence artificielle la plus complexe. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de se demander comment elle a sculpté notre manière de penser, et même, au fond, ce que ça veut dire d'être humain? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Une histoire passionnante de notre relation, parfois fusionnelle, parfois conflictuelle, avec nos propres créations. Pour ce voyage, on va suivre 5 grandes étapes. On va commencer avec la toute première promesse, celle de la techné dans l'Antiquité. Ensuite, on verra comment cette promesse s'est transformée en un rêve un peu fou de maîtrise totale de la nature. Puis, on plongera au cœur de la crise avec la révolution industrielle, quand la machine a semblé se retourner contre l'homme. Après ça, on s'attaquera aux critiques les plus radicales pour finir par explorer des pistes pour, peut-être, repenser notre lien à la technique. C'est une véritable épopée de la pensée qui nous attend. Allez, première étape, on rembobine. Pour vraiment saisir les enjeux d'aujourd'hui, il faut revenir tout au début, là où tout a commencé, avec un concept fondateur né dans la Grèce antique. Notre histoire commence donc avec ce mot techné. Pour les Grecs, attention, ce n'est pas juste la technique comme on l'entend, c'est bien plus que ça. C'est un savoir-faire, une forme d'intelligence pratique, une connaissance qui permet de produire, de fabriquer quelque chose. Pensez à l'artisan, au potier, au musicien. Il possède une techné. C'est cette connaissance en action, très différente de la théorie pure, qui est vraiment le point de départ de tout. Ok, mais d'où elle vient, cette fameuse techné? Eh bien, Platon nous raconte ça à travers un mythe absolument génial, celui de Prométhée. L'histoire, en gros, c'est que l'être humain, c'est la créature que les dieux ont complètement zappée au moment de la distribution des qualités. Il naît tout nu, sans griffes, sans fourrure, bref, c'est le plus mal loti de tous les animaux. Et c'est là que Prométhée intervient. Pour nous sauver, il va voler le feu et le savoir technique aux dieux pour nous les offrir. La technique, c'est donc ce qui compense notre faiblesse de départ. C'est à la fois le signe de notre misère originelle et le début de notre grandeur. C'est ce qui fait de nous des humains. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le meilleur élève de Platon, Aristote, va prendre cette idée et la retourner comme une crêpe. Pour Platon, on l'a vu, la technique compense une faiblesse. Pour Aristote, c'est tout l'inverse. Elle est le prolongement d'une supériorité. L'homme n'est pas du tout démuni, il est le plus intelligent des animaux. Il a le logos, la raison, et surtout il a un outil incroyable, la main. La main, parce qu'elle peut tout faire, c'est l'outil des outils. Du coup, la technique n'est pas un don du ciel pour nous sauver, c'est l'expression la plus naturelle de notre intelligence. Et voilà, le débat fondamental est lancé et il dure encore aujourd'hui. On fait maintenant un bond de presque 2000 ans. Cette base antique va être complètement chamboulée à l'aube des temps modernes, pour donner naissance à un projet totalement révolutionnaire. À la Renaissance, des penseurs comme Francis Bacon en Angleterre et René Descartes en France vont porter une ambition nouvelle, une ambition immense. Pour eux, c'est fini. La science ne doit plus se contenter d'observer le monde. Elle doit devenir un pouvoir pour le transformer. Bacon le dit clairement, savoir, c'est pouvoir. L'objectif, c'est de reculer les bornes de l'Empire humain. Et Descartes, lui, veut créer une science pratique, utile, qui nous permettrait de maîtriser les forces de la nature. On passe de la contemplation à l'action. Et toute cette ambition, elle est résumée dans cette petite phrase, tirée du discours de la méthode. C'est sans doute l'une des citations les plus connues de toute l'histoire de la philosophie, et aussi l'une des plus mal comprises. Le mot qui change tout ici, c'est le mot « comme ». Descartes n'écrit pas que nous serons les maîtres, mais comme maîtres et possesseurs. La nuance, elle est énorme. Il ne s'agit pas d'une domination brutale, d'une tyrannie sur la nature. Le modèle, c'est plutôt celui du bon artisan, qui maîtrise son matériau parce qu'il le connaît parfaitement et le respecte. C'est donc plus un appel à la responsabilité et à la connaissance qu'à une exploitation sans aucune limite. Ce grand rêve de maîtrise a guidé la pensée et la science pendant des siècles. Mais au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, le rêve commence à virer au cauchemar. Une nouvelle question, bien plus sombre, se pose. Et si, en fait, on ne maîtrisait plus du tout nos technologies? Et si c'était elles qui commençaient à nous maîtriser? Celui qui va formuler la critique la plus puissante de cette nouvelle ère, c'est bien sûr Karl Marx. En observant la réalité des usines, il voit que la machine, qui devait être un outil de libération, est devenue un instrument d'asservissement. Le travail n'a plus rien d'épanouissant, il perd tout son sens. Marx va donner un nom à ce processus, l'aliénation. C'est une sorte de dépossession de soi-même en 4 étapes. 1. L'ouvrier perd le contrôle. Ce n'est plus lui qui décide, c'est la machine qui impose sa cadence infernale. 2. Il perd son savoir-faire. L'artisan qualifié devient un simple accessoire de la machine. 3. Il perd le lien avec ce qu'il fabrique. Le produit fini lui est totalement étranger. Et la conséquence finale, la 4e étape,
c'est la déshumanisation. Le travail devient une souffrance qui vide l'être humain de son humanité. Et ce graphique, il illustre parfaitement l'analyse de Marx. Pour lui, la machine n'a pas seulement pour but d'augmenter la production. Dans le système capitaliste, c'est aussi un moyen de remplacer une main-d'œuvre qualifiée qui coûte cher et qui peut se révolter par des travailleurs moins chers et plus dociles, comme l'étaient les femmes et les enfants à l'époque. La machine devient une arme sociale. Au XXe siècle, la critique va devenir encore plus profonde. On ne questionne plus seulement les effets sociaux ou économiques, non. On va interroger l'essence même de la technique moderne, la manière dont elle transforme notre regard sur le monde entier. Et c'est le philosophe Martin Heidegger qui va nous lancer ce défi avec cette phrase, à première vue très étrange: « L'essence de la technique n'est rien de technique ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, que le vrai problème, ce ne sont pas les objets techniques eux-mêmes. Le cœur du sujet, c'est la vision du monde que cette technique nous impose, sans même qu'on s'en rende compte. Pour décrire cette vision du monde, Heidegger utilise un mot allemand un peu compliqué, le Gestell, qu'on peut traduire par arraisonnement. L'idée, c'est que la technique moderne nous force à tout voir, absolument tout, comme un stock, une ressource à exploiter, à optimiser, à quantifier. Avec ce regard, un fleuve n'est plus un fleuve, c'est un potentiel de kilowattheure. Une montagne n'est plus une montagne, c'est un gisement de charbon. Et l'humain lui-même devient une ressource humaine. Cette comparaison est parfaite pour comprendre. Le vieux moulin à vent, il travaille avec la nature. Il prend le vent quand il y en a, il suit son rythme, il ne force rien. La centrale hydroélectrique, c'est tout l'inverse. Elle arraisonne le fleuve, elle le somme de livrer son énergie. On construit un barrage, on emprisonne l'eau, on la stocke, on la distribue. On passe d'un rapport d'accompagnement à un rapport de provocation, de mise au pas de la nature. En France, un penseur comme Jacques Ellul va prolonger cette idée. Pour lui, on est allé encore plus loin. La technique n'est plus une collection d'outils, même puissants, non. Elle est devenue un système technicien global, une sorte de milieu artificiel qui nous entoure complètement et qui impose sa loi unique à tout. L'aliénation de Marx devient chez Ellul une aliénation technicienne. Bon, le diagnostic est assez lourd, on est d'accord. Alors, que faire? Est-ce que la seule solution, c'est de tout rejeter en bloc, de revenir en arrière? Heureusement, certains philosophes ont essayé de trouver une troisième voie pour sortir de cette opposition un peu stérile entre l'adoration et la détestation de la technique. Gilbert Simondon, par exemple, nous invite à faire un pas de côté. Il nous dit « Arrêtons de voir la machine comme un esclave ou comme un monstre. Essayons plutôt de la comprendre de l'intérieur, de saisir sa logique, son mode d'existence. » D'après lui, notre rôle a changé. L'humain n'est plus celui qui porte les outils, comme le vieil artisan. Il est devenu un organisateur, un chef d'orchestre qui pilote et régule des ensembles de machines. Il faut donc développer une nouvelle culture technique. La philosophe Hannah Arendt, elle, nous lance un avertissement qui donne le vertige. Le risque ultime, selon elle, c'est que ce monde artificiel que nous avons construit devienne si omniprésent, si parfait, qu'il finisse par éclipser et remplacer le monde réel. On risquerait alors de se couper complètement de la nature, de la réalité et finalement de nous-mêmes. Et tout ce parcours nous amène à cette question finale. La question qui synthétise plus de 2 millénaires de pensée. Est-ce que le développement technique est une sorte de destin, une force irrésistible qu'on ne peut que subir? Ou bien est-ce que ça reste un domaine de choix, un espace où l'on peut encore et où l'on doit faire jouer notre intelligence, notre liberté et notre responsabilité? La question, évidemment, reste ouverte.